Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire où ce matin avec Jocelyn nous allons parler d'un sujet en lien avec l'actualité. Comment est-ce que cette crise accélère les transformations de la relation client et révèle la place centrale du messaging. On attend encore quelques minutes avant de débuter le webinaire puisqu'on voit le nombre de participants augmenter. Donc on va laisser le temps à tout le monde de pouvoir se connecter pour pouvoir débuter d'ici 2 minutes environ. Avant de débuter, on va prendre le temps de faire une rapide présentation avant de se lancer dans le vif du sujet. Donc moi, c'est Maxime Baumard, je suis le directeur marketing d'iAdvise et je suis aujourd'hui accompagné de Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour Jocelyn, bonjour Maxime. Moi c'est Jocelyn, je travaille chez TSC où je dirige la stratégie. Et pour présenter en 2 mots TSC, on est une agence digitale qui fait partie du groupe Sitel, qui est un des leaders mondiaux de l'outsourcing de la relation client. Et notre rôle en fait, c'est de concevoir, développer et animer des conversations entre les marques et les consommateurs sur tout un tas de canaux, que ce soit des communautés de marques, des canaux de messaging ou tout simplement les réseaux sociaux. Et donc moi, je me présente à nouveau, Maxime Baumard, donc je suis le directeur marketing d'iAdvise. iAdvise qui est une société qui permet aux marques de pouvoir leur faire vivre des expériences conversationnelles en assistant leurs visiteurs par messaging. On équipe un petit peu plus de 2000 marques à travers le monde. Et évidemment, on échange très régulièrement avec TSC. On se trouve très complémentaires avec en amont TSC qui intervient vraiment sur de la stratégie globale de relations clients. Et puis iAdvise qui va intervenir sur du déploiement qui touche principalement autour du sujet du messaging. Donc, on s'est dit, on a des choses communes à raconter ensemble, réunissons-nous et puis abordons ces sujets-là au travers d'un webinaire qui va débuter tout de suite et qui devrait nous emmener jusqu'à 11h, 11h40, 11h45 à peu près. Avant de se lancer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Jocelyn pour l'introduction, je fais une rapide présentation du fonctionnement de Livestorm pour ceux qui le découvrent. J'ai l'impression que tout le monde a découvert l'onglet chat puisqu'on voit les bonjours arriver. Donc, vous avez un onglet chat qui permet donc de pouvoir réagir plus de façon informelle. Vous avez également un onglet questions qui, là, vous permet d'adresser des questions au cours du webinaire. Ces questions elles pourront être répondues soit immédiatement par écrit par une équipe qui est en back-office derrière et qui peut traiter ces questions-là, soit nous êtes adressés directement à Jocelyn et moi pour qu'on puisse répondre en live ou alors garder cette question de côté pour pouvoir la traiter en fin de webinaire. Si jamais vous rencontrez des difficultés de son pendant la présentation, des difficultés vidéo, on vous recommande vivement l'usage du navigateur Chrome qui ne présente aucun souci par rapport à Livestorm. Si vraiment pendant le webinaire il y a des problèmes, vous avez en haut à droite un petit onglet d'aide qui vous permet vraiment de passer sur un mode qui normalement permet d'écouter, de visionner ce webinaire sans aucun problème. Il est 11h03, je vous propose qu'on débute tout de suite et je laisse la main à Jocelyn pour l'introduction. Merci Maxime. Alors pour commencer un petit peu sur donc, du coup l'impact de la crise sur les évolutions de la relation client et notamment la place du messaging. Déjà c'est important de faire un tout petit pas de côté, un petit pas de recul pour se dire que en fait les marques n'ont pas attendu la crise pour être assez bouleversées dans leur relation client. Il y a notamment un phénomène nous qu'on constate depuis de nombreux mois qui est une explosion des contacts que subissent les marques. Et ça s'explique par pas mal de raisons. Déjà, les marques sont présentes sur de plus en plus de canaux. Les canaux, notamment les réseaux sociaux, qui finalement, à partir du moment où vous avez une marque qui est présente sur ces réseaux, qu'elle le veuille ou non, en fait, elle ouvre un canal conversationnel. Ça peut être directement sur les flux publics, mais ça peut aussi également être dans les flux privés qui sont associés à ces comptes. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que les consommateurs ont pris pas mal d'habitudes. C'est-à-dire que à partir du moment où on a pris l'habitude d'entretenir une relation avec certaines marques via ces canaux-là, où on a interpellé des marques sur Twitter, sur Messenger, et qu'on a eu des réponses de la part de ces marques, et bien en fait, ça paraît tout à fait normal d'avoir des réponses de la part des autres marques. Et du coup, le comportement évolue, c'est-à-dire que là où avant, je devais peut-être appeler un numéro de téléphone, eh bien, ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais interpeller la marque sur potentiellement différents canaux à la fois et m'attendre à une certaine réactivité. Et du coup, au regard de ça, forcément, ça fait évoluer la posture des marques qui sont beaucoup plus en réaction par rapport à ça et qui doivent se tenir prêtes pour ça. Donc ça, c'est déjà ce qu'on constatait avant la crise
comme évolution majeure? Comment est-ce que je fais pour justement être capable d'absorber l'ensemble de ces conversations qui ont lieu un petit peu partout sur des canaux un peu divers, et du coup, utiliser des solutions telles Advice par exemple, pour justement faire en sorte de pouvoir répondre sur un même endroit à ces conversations. Et pourtant, une fois qu'on se dit ça, ça paraît très logique, mais pour des raisons parfois de lourdeur organisationnelle, parfois d'intérêt mis sur certaines relations, certains volets de la relation client, on se rend compte qu'il y a encore un gros décalage entre les canaux qui sont mis à disposition des consommateurs et les canaux qui sont utilisés au quotidien par des consommateurs. Un truc qui est assez intéressant de constater, par exemple l'email, qui est le canal le plus coûteux à traiter aujourd'hui, l'un des plus coûteux, l'un des plus inefficaces d'un point de vue utilisateur aussi. On se rend compte que c'est celui qui est le plus proposé. Également le téléphone, on va voir qu'il y a aussi pas mal de choses encore intéressantes dans le téléphone, mais là aussi, c'est surreprésenté par rapport à du réseaux sociaux qui commencent à être relativement matures. Mais après, on a tout ce qui va être du chat in-app, des applications Messenger qui sont totalement sous-utilisées par les marques, alors qu'encore une fois, c'est ce que attendent les consommateurs et c'est ce qui permet justement d'avoir une relation client aujourd'hui vraiment moderne et qui répondent vraiment aux enjeux d'aujourd'hui. Ça, c'était un petit peu le constat qu'on faisait avant la crise. Et puis, il y a 2 mois, je ne surprendrai personne, évidemment, ce qu'on a constaté, c'est une évolution totalement bouleversée de la relation client, de la façon de converser avec ses consommateurs au travers de la crise. Et en fait, on s'est constaté qu'il y a pas mal de marques qui ont été assez réactives là-dessus et qui, en quelques semaines, ont réussi à mettre en place des dispositifs qui permettent de répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, ces nouveaux enjeux, il y a grosso modo 2 énormes variantes là-dedans. La première, c'est l'incertitude. L'incertitude que vont connaître les consommateurs. Pourquoi? Parce que la situation, c'est une situation dans laquelle on se pose beaucoup de questions. Et donc dans laquelle on va poser beaucoup de questions aux marques. Pourquoi? Parce que si je fais du e-commerce de la relation à distance, eh bien, j'ai potentiellement ma livraison qui est bouleversée, j'ai des modifications importantes. Si j'ai des points de vente physiques, alors pour quelques-uns qui sont restés, notamment l'alimentaire qui est resté ouvert, mais maintenant tout ce qui rouvre, vont se poser des questions en termes comment j'y accède, l'ouverture, les problématiques sanitaires, etc., etc. Toute cette incertitude liée à cette situation qui était très très forte jusqu'à peu, mais qui va perdurer aussi parce que l'incertitude sur la situation économique, la situation de comment va évoluer les différentes activités, elle va perdurer dans les semaines et les mois qui viennent. Tout ça forcément génère beaucoup de questions, génère beaucoup de demandes de la part des utilisateurs. Et le problème, c'est que au moment où on a eu ça, eh ben en fait, c'était pas forcément évident de mettre les mêmes moyens humains en face, pour la simple et bonne raison que, si je prends l'exemple des centres de contact, eh bien, eux aussi ont subi la crise avec la problématique de distanciation, avec les problématiques de mettre en place du télétravail sur des dispositifs qui n'étaient pas forcément à la base faits. Alors, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Les centres de contact ont réussi justement à prendre en compte le travail à distance, etc. Mais le problème, c'est que j'ai quand même un pic et surtout une évolution assez imprévisible des pics de questions, des pics de flux de contact qui n'est pas en rapport direct avec les moyens humains que je vais avoir derrière. Donc ça oblige tout ça à repenser un peu la façon d'opérer la relation client. Notamment, on va changer potentiellement de canaux et on va potentiellement faire appel à plus d'automatisation. On va le voir ensuite un petit peu concrètement comment ça peut opérer. Mais ce qui est important et ce qui est crucial aussi dans cette crise et ce que ça montre, c'est la place centrale de la conversation dans la relation entre une marque et des consommateurs. Vous l'avez peut-être vu un petit peu ces dernières semaines en allumant un peu la télé. Les gens étaient massivement devant leur télé et pourtant, la production publicitaire a drastiquement baissé. Encore une fois, du fait de l'incertitude, du fait de la complexité, évidemment, de produire les contenus qui sont associés. Il y a cette première problématique-là. Le fait aussi que la relation physique entre une marque et ses consommateurs peut un peu disparaître pour un peu que je sois une marque de retail, de service où il y a une confrontation directe, c'est plus difficile d'entretenir cette relation. Donc en fait, toutes ces réactions, toutes ces conversations digitalisées, et en fait on voit que la crise accélère cette digitalisation, est cruciale dans le lien que les marques peuvent garder avec leurs consommateurs. On l'a constaté, nous, chez des marques qui avaient des magasins fermés et qui avaient des espaces qui finalement, même si elles n'avaient plus d'activité économique,
et ben en fait, elles n'ont jamais eu autant de conversations avec leurs consommateurs. Et le fait de pouvoir, à ce moment-là, garantir le traitement de ces conversations est crucial pour les marques parce que c'est un enjeu de fidélisation, c'est un enjeu tout simplement d'image et de survie de l'entreprise pour être encore présente aux côtés des consommateurs. Et ce qu'on constate du coup avec ces conversations, c'est que cette évolution, elle accélère une évolution qui était déjà à l'heure. Nous, c'est une prédiction qu'on fait déjà depuis encore une fois, plusieurs mois chez TSC, et en fait qu'on voit aujourd'hui s'accélérer. C'est-à-dire que demain, les conversations entre les marques et les consommateurs vont se polariser entre deux typologies de canaux. Un canal qui est le téléphone, qui reste pertinent dans certains cas pour certaines cibles. Il y a certaines cibles qui restent encore un petit peu réfractaires ou à un usage digital ou en tout cas à un usage avancé du digital sur certaines problématiques. Et puis, vous avez des typologies de problèmes où en fait, une voix humaine rassurante et en fait qui convey de l'émotion reste primordiale. L'exemple qu'on cite toujours nous dans notre secteur, c'est je suis un assureur et je viens de me faire cambrioler, je viens de me faire agresser, je viens de me faire voler ma carte bleue, j'ai besoin de faire cette annulation. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ce lien humain à ce moment-là pour pouvoir faire cette opération. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, de faire évoluer d'autres canaux à côté. Et donc, d'un côté, ce téléphone qui reste pertinent et de l'autre côté, les canaux de messaging qui, on va le voir, ont énormément d'avantages en termes d'absorption de flux, en termes d'expérience et en termes de capacité, encore une fois, à opérer des conversations dans des situations qui sont potentiellement incertaines et qui obligent à repenser un petit peu la façon d'opérer cette relation. Et le reste, me direz-vous, parce qu'il y a d'autres canaux, eh bien nous, on pense qu'il y a une sorte de logique un petit peu darwinienne là-dedans, qui veut que les canaux qui ne satisfont pas les consommateurs du point de vue de l'expérience, qui ne correspondent pas forcément à leurs usages, à leurs premiers usages intuitifs, ceux qui sont les plus coûteux à opérer, eh bien en fait, ils sont amenés à disparaître. Et par là, on entend l'email et on entend également le live chat dans une certaine mesure, évidemment. Alors, il y a tout un tas de circonstances dans lesquelles le live chat reste hyper pertinent, notamment en matière d'avant-vente. Mais dans une relation client où j'aurai la possibilité d'identifier mon utilisateur, eh bien, en fait, la logique du messaging reste hyper pertinente et forcément fait qu'en termes d'expérience et de coût, elle reste hyper importante. Et on a vu effectivement que tout ça se constate en fait aussi dans la capacité d'adoption et de cette évolution qu'on a pu voir dernièrement avec l'usage de la vidéo qui explose, avec l'adoption accélérée par les consommateurs de choses qu'ils ne faisaient pas forcément et fait qu'encore une fois, tout ça s'accélérait. Donc en fait, quand on parle des canaux de messaging, c'est important un petit peu de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de resituer un petit peu les choses pour savoir de quoi on parle. Ça a 5 caractéristiques, un canal de messaging, et en fait, ils sont assez diverses. On va retrouver là-dedans, on va retrouver des applications de messaging, donc des applications qui ne font que ça. Messenger, WhatsApp pour les plus connus en Occident, mais on pourrait parler de Telegram ou de Vibe ou d'autres un petit peu plus connus dans d'autres territoires. On va avoir les espaces de messaging qui sont indirectement intégrés à des réseaux sociaux. C'est le cas de Twitter direct, d'Instagram direct. Et puis, on va avoir d'autres canaux un peu moins évidents, mais qu'on va rattacher à cette notion de messaging, notamment le chat, dans le cas où l'utilisateur est logué. C'est-à-dire à partir du moment où je vais avoir l'identification de mon utilisateur du début de la conversation jusqu'à la suite, on va retrouver les différentes caractéristiques qui permettent de bénéficier des avantages du messaging. Le SMS, pour nous, on le rentre, néanmoins, même si ça peut paraître assez old school, dans la catégorie du messaging, puisqu'on va retrouver les différentes caractéristiques qu'on retrouve ensuite. Et puis, enfin, les nouvelles messageries natives, que sont essentiellement le Apple Business Chat pour les iOS et le RCS ou RBM pour Google, qui sont amenés à supplanter finalement à terme le SMS et apporter d'autres avantages. Quand on parle de canaux de messaging, et promis, je vais arrêter avec cette partie un petit peu théorique, mais ça permet un petit peu de situer pourquoi est-ce que ça a ces avantages. On va parler de canaux qui sont essentiellement écrits, qui peuvent avoir un usage vocal, mais qui sont d'abord écrits. Des canaux qui sont asynchrones, et ça, c'est une caractéristique
absolument essentiel dans la façon dont on va opérer, la façon d'opérer ces conversations entre la marque et les consommateurs. Je le disais, l'identification persistante de ma première interaction et toutes celles ensuite qui me permettent de suivre mon utilisateur et de savoir à qui je m'adresse. Des conversations consistantes où en fait tout est regroupé. C'est notamment la différence par rapport à un email où quand j'interagis avec une marque, je vais recevoir un premier mail pour me dire que j'ai fait une commande, un deuxième mail pour me dire que ma commande est là, etc. Et tout ça est perdu dans une boîte au milieu de plein de contenus, là où on a des choses qui sont finalement bien plus rangées. Et puis privé, ça a plusieurs intérêts. Ça peut être des intérêts en termes d'encryptage de la conversation sur certains canaux. Ça peut être aussi le fait que je suis tout simplement mis au même niveau que des conversations intimes auxquelles je vais prêter attention. Encore une fois, par rapport à de l'email, où ma conversation est perdue et une marque qui m'envoie un email pour peu que je sois consensueux et que j'aurai vraiment tous mes mails de mes différentes boîtes mail, il peut se passer des heures, voire des jours avant que je constate cet email, là où une notification dans une application de messagerie ou sur un SMS ou voire dans une application que je consulte plus régulièrement, je vais la constater. Et tout ça, en fait, ces caractéristiques, elles apportent de nombreux avantages en termes de relations clients, parce qu'en fait, on va bénéficier à la fois côté marque et côté utilisateur de nombreux avantages. Côté utilisateur, alors je vais pas vous faire tout le laïus sur les chiffres du messaging. Je pense que en particulier dans cette crise que nous vivons, on a tous notre smartphone pas loin avec à minima un WhatsApp et d'autres applications de ce type utiles. Donc c'est quelque chose qu'empiriquement on constate tous. Ce qui est plus intéressant ce sur lequel il est plus intéressant de mettre le doigt, c'est la notion de micro-moment. Utiliser les réseaux sociaux, les applications de messaging, ça correspond souvent à des micro-moments, c'est-à-dire je suis en train d'attendre quelque chose. Je suis dans ma cuisine, j'ai mis mes pâtes à cuire, j'ai 10 secondes, je vais aller checker Instagram, je vais aller regarder si j'ai pas des messages, etc. Et ça, ces micro-moments, on en a énormément dans la journée, et c'est souvent ce moment où en fait notre smartphone et ce typologie d'activité, on va les avoir. Et c'est quoi l'impact sur la relation client? C'est que ça la rend indolore. Hier, je voulais parler avec une marque. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais trouver son numéro de téléphone, trouver le bon numéro de téléphone, le bon canal, prendre un certain temps, prévoir 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes en fonction du temps d'attente, de la complexité de ma demande et bloquer ce temps pour me rendre disponible pour la marque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur des canaux asynchrones, je vais sur un truc qui me peut paraître intuitif. Alors, soit je fais l'effort d'aller sur le site de la marque, d'aller dans son application, ou simplement sur les réseaux sociaux que je connais. J'envoie mon message, et puis je vais faire autre chose. Et puis la marque va me répondre, et puis peut-être qu'elle va me répondre directement ou me demander un complément d'information. Mais en fait, à chaque fois, ce sont des micro-moments que je vais donner à la marque pour cette conversation, et ça la rend complètement indolore. Et ça change tout en termes de quel effort je mets, moi, utilisateur, pour entrer en relation avec mes consommateurs. Avec les marques. Évidemment, c'est des canaux qui sont totalement mobile first et intégrés aux usages. Et du coup, forcément, on se rend compte que c'est plus facile pour les utilisateurs. Et du côté marque, il y a énormément d'avantages également. Le premier, en termes de branding, évidemment, on est sur des canaux qui permettent à la marque de s'exprimer, de s'illustrer avec finalement des médiums qui sont ceux des conversations entre des utilisateurs tous les jours. Des gifs, des visuels, des icônes, etc. Donc ça, c'est une partie un peu évidente. Ensuite, évidemment, en termes de gestion des flux, et ça a été un critère absolument fondamental dans cette crise que nous vivons, nous, on a des clients qui ont basculé une énorme partie de leur activité qui était soit gérée en direct sur du live chat, soit au téléphone, etc., sur des canaux de messaging pour justement absorber davantage. Pourquoi? Parce que comme ce sont des canaux asynchrones, un même agent peut opérer plus de conversations qu'avec d'autres canaux. Le téléphone, évidemment, c'est une conversation à la fois. Du live chat, on va dire entre 3 et 5. Là, on peut aller jusqu'à potentiellement 10, voire plus de conversations en fonction de la durée et de la typologie des conversations que je vais avoir. Ça va dépendre des marques. Comme ces conversations, elles ont lieu dans des canaux qui sont maîtrisés, qui sont analysables, mesurables, et bien derrière, je vais pouvoir évidemment optimiser en permanence et rentrer dans des cercles vertueux d'analyse de mes conversations, etc. Et ce qu'on sous-estime aussi là-dedans, souvent, c'est cette notion de boucle de feedback que je vais avoir. Toute la conversation, finalement, va être présente et je vais pouvoir l'analyser par le conseiller directement au moment de la conversation, si c'est un humain qui prend la conversation, mais aussi a posteriori
en analysant ces conversations. Et ce qu'on se rend compte, c'est que par rapport à d'autres outils de self-care, par exemple une simple FAQ, où mon utilisateur, finalement, il a des choix qui lui sont proposés, il va se balader dedans, et là, il va avoir la possibilité de lui-même faire ses demandes. Et en fait, c'est comme ça que vont ressortir pas mal de sujets, de typologies que je vais comprendre, que je vais devoir traiter, et à terme que je vais opérer dedans, soit en offrant de l'automatisation ici, soit simplement en permettant à mes conseillers de mieux répondre à ces questions. Et ça, c'est pour, on va dire, la coquille un petit peu de tout ça, mais un élément qui est central, en plus de la synchronicité, c'est la notion d'automatisation de ces conversations. Et ça c'est vraiment source d'avantage, tant pour la marque que pour les utilisateurs. Évidemment, pour l'utilisateur, il y a une notion d'instantanéité qui est évidente. Vous avez la possibilité, et ça c'est la façon dont on opère souvent chez TSC, cette logique d'automatisation, c'est de commencer par un canal, commencer par un use case, et ensuite de dupliquer d'un canal à l'autre et de faire évoluer l'expérience sur un même canal. Parce qu'on est dans une logique apprenante, parce qu'on va pouvoir aussi envisager différentes typologies d'automatisation. Ça peut être de la plus simple, un arbre de décision, une interface, quelques boutons, mais qui finalement peuvent permettre de faire pas mal de choses en termes de qualification ou en termes de réponse directe à mon utilisateur. Et puis, on peut aller sur des choses beaucoup plus évoluées en termes de reconnaissance du langage naturel, dans les cas où ça se prête, où je veux offrir potentiellement une expérience plus riche, ou simplement laisser la possibilité à l'utilisateur d'arriver plus directement au cas dont il a besoin. On a une solution chez TSC, par exemple, qui permet de transformer simplement une FAQ en chatbot, parce que justement, on se rend compte que c'est potentiellement plus facile de naviguer et d'arriver directement à sa réponse. Et puis, il y a en termes de traitement de cette information, il y a une notion qui est hyper importante, qui est celle de conseiller augmenté. Alors, au-delà du discours qu'on entend souvent entre le meilleur de l'humain et de la machine, c'est cette notion de se dire que à partir du moment où vous avez des conseillers qui vont pouvoir déléguer à la machine des tâches potentiellement rébarbatives. À partir du moment où ils vont pouvoir se concentrer davantage pour répondre à certaines questions parce que c'est asynchrone, c'est-à-dire que par rapport à d'autres canaux, j'ai besoin d'une réponse instantanée. Là, je vais pouvoir prendre le temps d'aller chercher ma réponse, de demander peut-être un avis à côté, etc. Et en fait, on se rend compte que le métier du conseiller est beaucoup plus intéressant comme ça. C'est-à-dire qu'il est moins en tension, il prend plus le temps de pouvoir répondre, c'est plus agréable pour lui, ses réponses sont plus riches, et forcément, c'est plus satisfaisant à la fois pour le conseiller, et ça, en matière de relations clients, on a des vraies problématiques de rétention des talents, donc c'est plus intéressant de ce côté-là. Et en plus, pour l'utilisateur final, forcément, l'expérience est plus riche, parce qu'on a quelqu'un de plus motivé en face, et qui, encore une fois, prend le temps de faire des réponses potentiellement plus complètes et plus personnalisées. Donc ça, finalement, on se rend compte que le messaging, pour nous, on le pressentait déjà, mais dans ce contexte de crise, finalement, a tellement d'atouts que très naturellement, on a énormément de marques qui accélèrent aujourd'hui leur conversion vers ce canal-là, vers ces canaux-là. Parce qu'en plus, on se rend compte que ce n'est pas un canal, mais c'est un ensemble de canaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ici de toutes les spécificités de chacun de ces canaux. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on a énormément de contraintes techniques, de possibilités en termes de fonctionnalités qui vont évoluer d'un canal à l'autre. Donc, ça va dépendre de, évidemment, qui est votre marque, à qui elle s'adresse, de quelle typologie de sujet j'ai besoin, à quel point j'ai besoin d'automatisation. Pour ne prendre que l'exemple de WhatsApp, en termes de couverture, c'est génial. Par contre, en termes d'automatisation, c'est limité parce qu'on n'a pas de bouton, donc on est sur quelque chose qui se rapproche un petit peu d'une sorte d'IVR. Donc, il va falloir en termes d'interface, on a quelque chose, par exemple, qui serait plus riche sur un Messenger ou sur un Twitter direct. Donc, il faut bien naviguer là-dessus. Et c'est là, pour finir un petit peu sur cette partie, la recommandation qu'on donne à nos clients, qui est à la fois de choisir un petit peu son combat pour commencer, de ne pas attaquer tout à la fois, mais de tout de suite penser large en termes de cas d'usage pour justement déployer progressivement avec une expérience la plus fluide et la plus unifiée possible. Qu'est-ce qu'on constate sur ce qui va venir? Parce que là, on est sur, encore une fois, une prolongation de logique qui était déjà présente dans cette situation et qui s'accélère à cause de, à la fois l'incertitude, à cause de l'accélération de la digitalisation chez les entreprises et de l'accélération de l'adoption de tous ces canaux chez les marques.
on va faire de plus en plus appel à de l'IA et du machine learning. Alors, pas forcément pour faire de la conversation intelligente, mais simplement pour analyser ces conversations, comprendre ce qui s'y passe et vraiment utiliser cette boucle de feedback pour intégrer dedans. Un phénomène qui est hyper important dans ce phénomène de messaging, c'est le paiement qui est de plus en plus intégré, notamment parce que fait Facebook avec le paiement qui va arriver sur WhatsApp, Messenger et Instagram, la même solution de paiement, qui fait que non seulement ce qu'on dit là est hyper important pour la relation client au sens gérer potentiellement des problématiques et des questions, mais en fait, ça prend une place centrale dans la relation marque tout court. Parce que mon produit, je vais pouvoir le découvrir, l'acheter et traiter toute la suite de la relation sur un même canal comme Instagram, par exemple. Des expériences toujours plus riches parce qu'on a des nouveaux canaux qui offrent les nouvelles messageries qui offrent notamment des expériences plus riches. Et puis, le fait de toujours rester en veille parce que on l'a vu, l'explosion de la vidéo est vraiment un phénomène très important et Maxime pourra vous en parler. Mais se dire que le messaging, c'est surtout pas une situation figée là tout de suite et qu'il va falloir prendre en compte. On a évidemment les zooms, etc. Mais il faut également regarder du côté de là où se passent les conversations avec les consommateurs. Aujourd'hui, regardez les canaux de gaming, les Twitch et Discord. Il se passe des histoires assez intéressantes pour explorer ces canaux demain dans la relation avec les marques. Je vais m'arrêter ici sur cette partie un petit peu théorique. Je vous invite à poser vos questions, à continuer à poser vos questions dans l'onglet dédié. On prendra le temps il y en a certains qui sont répondus en live, on prendra le temps de répondre à d'autres à la fin de cette session. Et je vais laisser du coup Maxime reprendre la main pour des exemples et des use cases notamment très concrets. Exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on soit complémentaires. On a vu cette partie théorique, méthodo, un peu cet état des lieux de la relation client qui, je vois, vous questionne pas mal puisque beaucoup d'entre vous réagissent à cette vision assez appuyée de la mort de l'email, de la mort du téléphone, de l'explosion du messaging. Je pense que c'est un débat qu'on ouvrira en fin de session de manière à pas grappiller trop de minutes dessus. En tout cas, c'est une vision, c'est un constat qui est posé, que Jocelyn a posé. Ce que je vous propose désormais, c'est de rentrer sur une dimension un peu plus concrète. Maintenant, on va vraiment s'intéresser à la partie messaging et quels sont les cas, quels sont les usages qui sont en train d'être déployés actuellement en cette période de crise. Il y a un élément sur lequel je rejoins particulièrement Jocelyn, c'est la dimension d'incertitude. Nous aussi, chez iAdvise, on dresse ce constat. Il y a eu une avant-crise, un avant-confinement, il y a eu un confinement qui a fait naître une crise et il n'y aura pas d'après au sens propre du terme, on va certainement vivre un long pendant. Ce long pendant, il va être fait d'incertitudes, il va être fait de pics de consommation, de pics de sous-consommation. Il va falloir, pour les marques, s'adapter à cette incertitude-là. Et en l'occurrence, quand on parle d'adaptation, nous, ce qu'on a vu émerger dès les premiers jours de la crise et les premiers jours du confinement, c'est de nouveaux enjeux autour des stratégies de service client et des stratégies de messaging. Et ces enjeux, je les ai réunis au travers de ces trois cercles-là. Le premier, c'est le cercle bleu, autour duquel on parle du sujet principal d'élever la CX. On parle ici de la dimension essentielle d'entretenir un lien humain avec ses clients. Ce qu'on a pu voir pendant le confinement, c'est que quand le lien humain disparaît, l'économie s'écroule. Donc, on a vraiment comme obligation en tant que marque de maintenir une relation cliente et au moins de la garder au niveau basique. Donc, faire vivre une belle expérience client sur une dimension premium reste un des enjeux principaux pour survivre à cette crise qu'on vit actuellement. La dimension verte fait appel à l'agilité, à la flexibilité. Je vous l'ai dit, on s'oriente vers de l'incertitude en termes de revenus à venir, l'incertitude en termes de budget à dépenser, et du coup de l'incertitude en matière de trafic, en matière de pic de consommation. Comment est-ce que je gère ça d'un point de vue relation client par rapport à mon staffing? Je vais devoir être agile, je vais devoir être flexible. Et donc, la dimension de flexibilité va être un des principaux enjeux également qu'elle va falloir répondre. Et puis enfin, il y a un dernier enjeu qui est celui qui est en jaune, qui est un enjeu qui est dicté par un contexte économique. Je vais devoir faire des choix avec une dimension budgétaire beaucoup plus forte pour être en totale maîtrise de mes coûts. Donc, tous les cas clients qu'on a vu se développer là sur les dernières semaines sont des cas qui gravitent autour de ces trois enjeux-là, voire qui vraiment les combinent. Le premier, je vous l'ai dit, c'est vraiment comment est-ce que dans un contexte économique si particulier, je suis en capacité de maintenir une relation client humaine avec mes visiteurs. Donc, évidemment, on parle de messaging pour vraiment reposer les bases. Ce messaging, c'est la capacité sur un site web d'avoir un élément d'interaction qui va pouvoir me permettre d'entrer en relation avec un visiteur. Cet élément d'interaction va être déclenché en fonction de la catégorisation des visiteurs, ses règles d'engagement, ses règles de ciblage,
qui permettent de proposer une assistance vraiment personnalisée en fonction de l'expérience que vit le visiteur, de manière à le mettre en relation avec un humain. Donc, nous, on a vraiment vu sur ces dernières semaines des marques déployer des stratégies de messaging basiques autour simplement du fait de mettre en relation un client avec un humain et des décisions qui souvent pouvaient traîner pour certaines marques qui se posaient la question de savoir si elles s'y mettaient ou pas et qui là, en quelques jours pendant cette phase de crise, ont accéléré la prise de décision de manière à pouvoir vraiment faire vivre cette expérience de messaging. Aujourd'hui, en 2020, iAdvice fête ses 10 ans. Quand on a lancé iAdvice en 2010, c'était 3% des sites en Europe qui avaient déjà proposé une expérience ça de chat à l'époque, mettre en relation deux humains sur un site web. Aujourd'hui, en 2020, selon Forrester, c'est à peu près 72% des marques qui ont déjà testé les choses et qui sont désormais plus dans une phase d'itération et de comment est-ce que je rends ça scalable et pas uniquement tester pour tester. Cette mise en relation avec des humains, donc là on est vraiment sur l'item bleu, hein, comment est-ce que j'apporte toujours cette touche humaine. Évidemment, on voit se développer la capacité de mettre en relation avec des humains membres d'un service client, internalisé ou externalisé. Mais ce qu'on a vu vraiment exploser comme usage, c'est l'usage des communautés d'experts. Comment est-ce que je m'appuie sur des gens qui plus avaient du temps pendant le confinement, qui ont une expertise, qui ont une passion pour un sujet donné, qui sont certifiés autour de ce sujet-là et qui vont pouvoir répondre aux visiteurs de mon site web en complément d'un service client déjà existant, de manière à vraiment proposer une expérience premium. Nous, on a lancé un concept qui s'appelle ILU il y a 4 ans, qui répond vraiment à cet usage-là. Réunir dans une communauté des gens qui ont une expertise, qui sont certifiés pour cette expertise-là, qui ont un statut qui leur permet d'être rémunérés et qui viennent apporter une belle expérience client, une expérience qui soit authentique à des visiteurs et donc qui sont rémunérés pour les messages qu'ils délivrent par messaging. Si je vous parle d'Ibus, c'est que vraiment l'usage a explosé pendant le confinement. On parle d'une communauté où sur certaines semaines, on a onboardé 6 fois plus d'experts qu'une semaine classique, puisque d'un côté, on a donc des marques qui sont très en attente de cette flexibilité qu'apportent les experts et puis cette touche humaine et authentique, et de l'autre côté, des experts potentiels qui avaient plus de temps. Donc, les deux réunis font que l'usage a explosé. Pour entrer sur un cas très concret, on équipe un des leaders du e-commerce en Europe qui habituellement fait déjà appel à environ 80 experts IBU sur des secteurs assez variés. On est sur un gros site e-commerce qui vend aussi bien de l'high-tech que du vidéo gaming, que des affaires pour enfants, ce genre de choses-là. Et puis donc, pendant la crise, pic de trafic à venir, un flux de conversations à peu près entre 4000 et 5000 conversations supplémentaires par jour qu'il est nécessaire de pouvoir absorber, mais on ne sait pas pour autant ce qu'il en sera dans une semaine ou dans un mois. Donc, 80 experts supplémentaires onboardés en à peine 6 jours de manière à faire face justement à ce flux, tout en permettant de traiter les choses avec une vraie volonté d'apporter une touche humaine et une belle expérience aux visiteurs. L'autre usage qu'on a vu également se créer pendant cette période-là, qui a toujours pour objectif d'amener une touche humaine, c'est le fait de casser les cloisons entre physique et digital. Je vous mets cette capture d'écran qui était la homepage de Fnac.com pendant quelques jours durant le confinement. Fnac s'est évidemment retrouvé avec des boutiques physiques qui ont dû fermer, des vendeurs qui ont une vraie expertise, une vraie passion pour la relation client qui se sont retrouvés sans activité. Il y a une partie de ces vendeurs-là, on leur a proposé d'assister les visiteurs du site web Fnac.com pour continuer d'exercer leur métier, tout en permettant aux visiteurs, qui étaient nombreux à avoir des questions, de pouvoir continuer de pouvoir obtenir une réponse de façon authentique et en temps réel. Je vous parle de Fnac, mais plein d'autres gros retailers ont déployé ce type de stratégie, que ce soit des Leroy Merlin, que ce soit des Decathlon en Espagne, par exemple. Donc, c'est vraiment une stratégie qu'on a vu exploser pendant la période. On en a rapidement parlé tout à l'heure sur une dimension humaine. Là, on parle de la dimension humaine d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue staffing. On a vu également des choses se passer sur la dimension fonctionnelle. Et en l'occurrence, la vidéo retrouve une place dans les envies des entreprises. Le canal vidéo, nous, c'est un canal qu'on a toujours mis à disposition des entreprises depuis à peu près 7 ans, avec très sincèrement un usage qui était assez léger et puis vraiment qui s'intéressait à certains types de problématiques comme des problématiques d'accessibilité pour pouvoir échanger par langue des signes ou alors vraiment des usages premium. Et en l'occurrence, comme on le constate assez souvent, les usages B2C impactent le B2B. On a vu l'explosion de la vidéo sur un usage particulier. Si on parle de l'application Zoom, en termes de croissance, c'est 40 fois plus de téléchargements en France que sur une semaine classique. House Party, c'est 30 fois plus. Hangout, c'est une explosion également. Donc, forcément, des marques s'intéressent à ce canal-là. Et en l'occurrence, on a un beau cas qui a émergé, un cas client pendant cette période, c'est le cas d'Emeco. Demeco, un des leaders du déménagement,
Je pense qu'on connaît tous ce logo, ce petit cheval qu'on voit sur des camions quand on circule sur la route. Bien évidemment, les déménageurs, le secteur du déménagement a été très fortement impacté par le confinement et par la crise. Et dans sa stratégie de génération de devis en ligne, Deneco a souhaité déployer un canal d'assistance et de réalisation de devis en ligne par vidéo, de manière à proposer une expérience qui soit déjà d'un point de vue concurrentiel vraiment différente, vraiment innovante, et d'un point de vue praticité hyper performante, puisque quoi de plus efficace pour réaliser un devis pour un particulier que de voir vraiment à quoi ressemble son logement, à quoi ressemble son volume de carton, pouvoir échanger de vive voix avec lui plutôt que lui demander de remplir un simple formulaire. Donc la vidéo, on a clairement une explosion du nombre de demandes et on voit des use cases qui se sont créés pendant la crise et qui risquent très certainement de continuer même dans les mois ou années à venir. Deuxième enjeu que j'évoquais tout à l'heure, c'est la notion de flexibilité. Comment est-ce que face à ces changements qu'on est en train de vivre, cette incertitude qu'on est en train de vivre, je suis en capacité de pouvoir être flexible. Flexible, pour nous, ça veut vraiment dire trois choses. La première chose, c'est déployer des choses simplement et facilement. Chez iAdvice, pour info, on a lancé un plan de soutien pour répondre à cette flexibilité. C'est-à-dire que désormais, on peut déployer du iAdvice sans engagement, ni de volume, ni de temps, et on peut le faire en moins de 24 heures. Donc, c'est vraiment la flexibilité autour du déploiement. Deuxième niveau de flexibilité, c'est de la flexibilité en termes de répondants. Comment est-ce que je peux faire face à des pics, à des creux d'un point de vue organisationnel? Là, j'évoquais Ibu et j'y reviendrai, c'est évidemment au cœur de cette flexibilité-là. Et puis enfin, la flexibilité, c'est dans la notion de prise de décision. Comment est-ce que je peux prendre des décisions facilement, simplement, orientées grâce justement à des conversations qui ont lieu au sein de mon outil de messaging, qui m'aident à prendre les bonnes décisions. Donc, cette notion de flexibilité, elle doit intervenir après une phase d'analyse. Et quand on parle de messaging et d'analyse, on peut vraiment parler de trois choses. La première chose, c'est ce que j'évoquais tout de suite, c'est la capacité d'analyser le contenu des conversations de façon anonymisée, de manière à pouvoir prendre des décisions efficaces. Je vais vous donner un exemple très concret. On équipe un des plus grands parcs d'attractions au monde d'un outil de messaging. Évidemment, ce parc a été rapidement fermé, est toujours fermé. Et pourtant, le service client de ce parc d'attractions a souhaité continuer de converser avec les visiteurs de son site web, principalement autour d'un objectif qui est celui de récolter du feedback autour de leur envie de revenir dans ce parc, sous quelles conditions sanitaires, avec quel mode d'organisation, de manière à pouvoir prendre des décisions qui soient vraiment issues de ce retour qualitatif qu'on a pu analyser au sein des conversations. Donc, analyser le contenu des conversations pour apporter de la flexibilité. Deuxième chose, la conversation et le messaging permettent d'identifier des points de friction sur un site web. Quand est-ce que les conversations sont déclenchées? Quand on propose une assistance, quand est-ce qu'elle est vraiment acceptée? Tout ça permet d'identifier des points de blocage sur un site web qui puissent ensuite, bien entendu, être optimisés. Et même si on n'a que moins de 5% des gens qui conversent avec un conseiller, il faut que ce qui se passe à ce moment-là, avec ces 5%-là, puisse bénéficier aux 95% des autres visiteurs avec des ajustements qui peuvent être apportés. Et puis enfin, de l'analyse de performance propre autour des KPI de la relation client et des KPI du e-commerce classique pour pouvoir vraiment analyser la performance de sa stratégie. Quand on parle de flexibilité, moi j'ai envie de citer un cas client qui a vraiment été hyper flexible pendant cette période-là, c'est Leroy Merlin. Je vous ai parlé d'insight, je vous ai parlé d'agilité, de gestion des coûts. Leroy Merlin a tout déployé. Dans un premier temps, une vraie logique d'insight, une vraie logique d'analyse de ce qui était en train de se passer, le sentiment de recevoir énormément d'appels, plus de 2000 appels par jour, avec des questions très très redondantes et donc des réponses qui sont souvent les mêmes. Le canal messaging qui devient vraiment le deuxième canal d'usage sur ce site-là et donc qui dépasse le mail, qui dépasse les formulaires, sur des choses-là. Première décision, mise en place d'un chatbot de manière à automatiser toutes ces questions récurrentes. Ensuite, on constate un énorme pic de trafic. Bon, on a des Français qui sont confinés, qui ont des envies de jardinage, qui ont des envies de bricolage. Gros pic de trafic qu'il faut absorber. Ce ne sera peut-être pas le cas dans quelques jours. Donc, appel effectué à la communauté d'experts IBU de manière à pouvoir onboarder de nouveaux experts en bricolage, en jardinage pour faire face à ce pic de trafic. Et puis enfin, des magasins qui ferment, des vendeurs qui se retrouvent avec une expertise qu'ils ne peuvent pas mettre à disposition des visiteurs. Je déporte à peu près une quinzaine de professionnels de boutiques physiques vers du online de manière à venir là aussi compléter un service client existant. Donc des décisions hyper agiles, hyper flexibles, mais très très en lien avec l'analyse effectuée des performances et des contacts entrants. Le troisième enjeu que j'évoquais, donc après celle de continuer à créer un lien humain, le faire avec une vraie logique de flexibilité et d'agilité, c'est celui de le faire avec une vraie maîtrise de ses coûts. Et là, bien sûr, on voit des usages se déployer. Le premier, c'est
de comprendre pourquoi est-ce que le messaging se place comme un canal hyper intéressant lorsqu'on est sur une logique de pilotage au coût. On va le comparer avec deux des canaux qu'on évoque depuis tout à l'heure. Le premier, c'est le téléphone, le deuxième, c'est l'email. Si on s'intéresse vraiment au coût par contact, que ce soit internalisé ou externalisé, on se rend compte que globalement, le téléphone est à peu près 2 fois plus coûteux que l'email et le chat. Ensuite, email et chat, on se rend compte qu'on est sur des coûts qui sont assez similaires. Là où ça devient évidemment très intéressant de comparer les choses, c'est lorsqu'on s'intéresse au contact et à la résolution obtenue et du nombre de contacts nécessaires pour cette résolution-là. En l'occurrence, par email, la moyenne marché est d'environ 3 emails nécessaires pour obtenir une réponse complète. Là où par téléphone, il suffit souvent d'un appel pour la réponse complète, autour d'un appel qui dure à peu près 10 minutes. Et par chat, on va être sur une résolution complète aux alentours de 6 minutes, avec notamment la capacité de traiter plusieurs chats en même temps. Donc, on se rend compte que là, le coût unitaire, évidemment, du contact baisse drastiquement et fait du chat un des outils les plus intéressants sur des stratégies chat messaging, sur des stratégies donc, de service client qui répondent à cet enjeu budgétaire. Je vais l'illustrer avec un cas hyper concret, celui de Banque Casino, qui se retrouve face à un objectif concret, être dans une logique de réduction des coûts, toujours un objectif également d'expérience client et de satisfaction client, en réduisant le nombre d'appels entrants et réduisant le nombre d'emails entrants. Face à ça, la première des choses est donc de proposer au chatbot de préqualifier et d'automatiser les conversations. On est capable d'automatiser en moyenne à peu près 20% des conversations sur une logique de messaging. On a vu pendant la période de confinement, pendant le début de cette crise-là, certaines marques arrivaient à monter jusqu'à 50% de leurs contacts automatisés. Dès qu'évidemment on n'est plus en capacité de répondre, le transfert est effectué vers un conseiller humain qui peut ensuite prendre le relais, traiter les conversations de manière simultanée avec une grande productivité. Et tout ça a permis donc d'augmenter la productivité de 20% et chez Banque Casino de réduire le coût au contact d'environ 30%. Concrètement, ce qui était observé chez Banque Casino, c'est entre 4 et 6 emails qui étaient nécessaires pour pouvoir apporter une réponse complète. Et donc là, une réduction de coût, une augmentation de la productivité qui est principalement due au fait que désormais, la réponse complète est apportée en 7 minutes 54, donc ce qui évidemment amène beaucoup plus d'efficacité et un impact budgétaire important face aux 4-6 emails qui étaient nécessaires en amont. L'autre sujet qu'on voit bien sûr exploser quand on parle de stratégie relation client, stratégie messaging et puis gestion de coûts, c'est la dimension automatisation. On a parlé à plusieurs reprises. Nous, on n'a jamais vu autant de bots se créer qu'en cette période-là. C'est plus 27% de chatbots qu'on a déployés pendant le mois d'avril par rapport à un mois de mars classique, par exemple. C'est plus 56% de clients qui ont déployé leur premier chatbot. Et on voit des usages très intéressants sur notamment la réactivité et la capacité avec laquelle on peut déployer des choses rapidement. TUI, qui est un des leaders du voyage, qu'on équipe dans différents pays, évidemment se prend la crise de manière frontale. Et en début de crise, un constat qui est clair, c'est que toutes les questions se ressemblent, elles arrivent toutes en même temps, il faut apporter des réponses le plus rapidement possible pour ne pas dégrader l'expérience client. Donc en 24 heures, un chatbot est déployé autour d'un concept très simple, catégorisation des questions types, arborescence de réponses autour de ces questions-là, ce qui a permis tout de suite, en moins de 24 heures, d'absorber tout le flux de contacts additionnels qui étaient dus à ces questions autour du confinement, et donc de réduire le nombre d'emails entrants d'à peu près 1250 par jour qui sont en capacité d'être traités de façon automatisée par un chatbot. Le dernier usage qu'on a vu vraiment exploser avec des cas clients qui sont intéressants autour de la gestion des coûts, c'est l'explosion de la dimension asynchrone. On évoquait tout à l'heure la différence entre chat, messaging. Messaging, c'est cette capacité d'avoir un échange de façon loguée, mais également cette capacité d'apporter cette dimension asynchrone. Pour vraiment illustrer les choses, si on prend l'exemple d'un Facebook Messenger, on peut poser une question à un ami ou à une marque. La réponse, on peut l'avoir immédiatement, potentiellement, mais on peut aussi l'avoir dans quelques heures et être notifié de cette réponse qui arrive. C'est un usage qu'on voit vraiment exploser sur du messaging asynchrone sur des sites web. C'est ce qu'a fait, par exemple, un des leaders de la vente de vêtements pour enfants, qui proposait à ses clients de pouvoir les contacter avant par téléphone, par email, par du messaging synchrone et également par des formulaires. L'ensemble de ces canaux-là ont été remplacés par un dispositif qui permet de traiter à peu près 35 000 contacts par mois, qui permet dans un premier temps d'avoir comme point d'entrée du messaging automatisé, qui permet de préqualifier la question,
Puis ensuite, cette question-là est envoyée et traitée de façon asynchrone, ce qui permet de lisser vraiment les réponses en fonction des pics d'activité, que ce soit des pics de trafic ou bien des creux, et donc de continuer d'avoir cette promesse de je vous apporte une réponse de façon humaine, de façon personnalisée, mais cette réponse, elle peut être lissée dans le temps et arriver un petit peu plus tard. Voilà pour les usages hyper concrets qui viennent compléter et illustrer les propos d'introduction de Jocelyn. Je vous avais dit que ce webinaire devait nous amener à peu près vers les 11h45. On a tenu la promesse. Il y a de nombreuses questions. On va donc prendre le temps de pouvoir y répondre. Certaines ont déjà été répondues en live, donc on va les reparcourir, les piocher avec Jocelyn et puis pouvoir y répondre de vive voix. Alors, je vais prendre dans le désordre la question qui est posée par Corinne. Comment garantir la qualité des échanges par messaging, notamment dans le luxe? On équipe de nombreux acteurs dans ce secteur-là, donc il y a différents éléments de réponse. Ce qui est important, c'est le pilotage qu'on va pouvoir avoir et notamment les KPI qu'on va pouvoir suivre pour évaluer la qualité de la réponse. Il y a évidemment des pilotages qui sont plus de l'ordre de la performance commerciale, qui là aussi peuvent démontrer une certaine efficacité. Et puis après, il y a toutes celles qui vont être plus liées à la satisfaction client. Et ce qu'on fait chez iAdvise, en fait, c'est qu'à la suite d'une conversation par messaging, dès que la conversation est terminée, on pousse une enquête très succincte aux visiteurs qui répondent par un système de notes ou de smiley qui permet d'évaluer sa satisfaction à chaud et qui permet notamment de sortir des indicateurs soit de CSAT ou alors également de questionner autour de questions qui peuvent donner lieu au pilotage au NPS. Donc, on peut vraiment garantir la qualité des échanges par la satisfaction du visiteur et puis ensuite la capacité de pouvoir vraiment consulter l'ensemble des discussions et faire une analyse des discussions pour pouvoir rentrer dans des éléments un petit peu plus fins. C'est vraiment autour du pilotage qu'on arrive à avoir des infos sur la qualité. Et si je puis me permettre de compléter, il y a tout ce qu'on fait à faire a posteriori pour monitorer tout ça. Et puis en fait, il y a le messaging, on peut aussi mettre en place des choses spécifiques qui vont permettre d'avoir une relation un peu plus qualitative que ce qu'on pourrait avoir sur d'autres canaux, notamment en termes de contenu. Nous, c'est ce qu'on fait par exemple pour une grande marque de cosmétiques, que je ne peux pas citer là parce qu'on est encore en train de déployer cela, où en fait, l'idée c'est de se dire que l'ensemble des questions un petit peu récurrentes qui sont liées à un usage un peu technique des produits peuvent être répondues de manière plus efficace et mieux brandées et mieux maîtrisées par la marque avec du contenu. Très concrètement, on va reprendre du contenu publicitaire, du contenu de type études produits, on va en faire des gifs, on va en faire des vidéos qu'on va inclure dans les conversations. Et en fait, plutôt qu'avoir un long texte du conseiller qui répondrait, et ben en fait, on agrémente, on offre une nouvelle dimension en fait à cette conversation qui fait qu'à la fois c'est plus rapide de répondre parce que le conseiller a juste un contenu à mettre. En même temps, la marque maîtrise complètement son discours et sa façon de s'exprimer puisque c'est des contenus qui sont faits à l'avance. Et puis enfin, d'un point de vue utilisateur, c'est un peu plus sympa d'avoir ce contenu visuel pour comprendre sa problématique. On pose une question sur la stratégie donc de proposition de chatbot chez Banque Casino. Alors, je ne vais pas dévoiler la stratégie que je ne connais pas en détail, mais l'idée souvent quand même quand on propose un chatbot, c'est de le proposer assez tôt sur le parcours client, de pouvoir vraiment absorber le flux, le traiter si possible, le qualifier pour ensuite l'orienter vers du messaging. Souvent, quand on a cette stratégie-là qui est déployée, c'est-à-dire vraiment messaging first, on se retrouve avec un canal téléphone, email qui sont bien souvent également proposés aux visiteurs, mais plus sur des pages contact et qu'on ne va pas forcément chercher à proactivement proposer aux visiteurs. Donc là, on est vraiment sur une volonté de pouvoir assez tôt sur le parcours client proposer une expérience par messaging avec la qualification d'un chatbot. On a une question sur la dimension privée du messaging. Sur le fait que effectivement ça transite par des opérateurs hors UE type GAFA. Faut savoir qu'il y a une roadmap côté Facebook qui vise à garantir des infrastructures communes entre l'ensemble de ces applications que sont Messenger, WhatsApp et Instagram, qui vise à mettre par défaut l'encryptage des conversations comme quelque chose
de base. Donc, à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, on va dire que ça résout un petit peu le problème et comment dire, ça va à l'encontre aussi de beaucoup d'hésitations qu'on a pu avoir de la part d'acteurs, notamment sur Messenger, puisque évidemment, actuellement, les conversations sur Messenger ne sont absolument pas cryptées. Et même si Facebook se défend de dire qu'ils analysent et qu'ils regardent ces conversations, aujourd'hui, on n'a aucune garantie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur un WhatsApp, où là, pour le coup, d'ores et déjà, Facebook ne peut techniquement pas voir ce qui s'y passe, d'autant plus qu'il va passer par des intermédiaires qui vont eux-mêmes encrypter les messages qui vont être envoyés. Donc de ce côté-là, en fait, en termes de sécurité et de privacy, on arrive au même niveau que ce qu'on peut avoir sur d'autres canaux, comme l'email, par exemple. J'ai vu qu'il y avait une question sur la source lorsque j'ai évoqué le tableau avec le co-contact. Ces chiffres-là viennent d'un site qui s'appelle thepaceofservice.com qui a répertorié ces chiffres-là à une échelle mondiale. Évidemment, c'est très difficile de donner des moyennes. On avait tout à l'heure un acteur dans le secteur du luxe, où il y a des acteurs dans le secteur du B2B. Les coûts vont différer. Ça pose quand même des tendances et ça pose une moyenne. En tout cas, la source, c'est thepaceofservice.com qui fournit différents chiffres autour du service client. On a une autre question sur la notion de relation client indolore, qui est un point que j'évoquais au début. Et du coup, que devient l'expérience client dans ce cas et comment les marques peuvent-elles l'évaluer, la consolider? En fait, je vais dire, c'est une sorte de prérequis en relation client que de rendre ça le moins douloureux possible. Donc en fait, là, on a la possibilité finalement d'avoir quelque chose qui va permettre de fluidifier cette relation, de fluidifier une conversation et de demander le moins d'efforts possible à l'utilisateur. Ensuite, une fois qu'on a fait ce prérequis, là, on peut construire autre chose en termes d'expérience. Et là, on peut compléter avec autre chose. Et ça c'est lié à la façon dont le conseiller va opérer, c'est lié à la façon dont on automatise le contenu qu'on va apporter, etc. Et l'expérience qu'on va créer une fois à l'intérieur, elle peut prendre beaucoup de formes. Et là, j'ai envie de dire que c'est vraiment il y a un vrai besoin de faire ça de manière cousu main en fonction de quelle marque, quelle cible, également de quel canal et de ce que ça permet. Et enfin, pour l'évaluer, ça tout simplement, il y a évidemment de l'analyse ad hoc qui peut être fait, comme tu en parlais, Maxime, où on analyse les conversations elles-mêmes de manière anonyme pour voir effectivement le sentiment aussi qu'on va pouvoir avoir, voire tout simplement dans les parcours en poussant également des questionnaires de satisfaction, qui est aussi une pratique assez courante dans ce canal-là comme dans d'autres. On a une question sur les usages dans le secteur banque-assurance. Donc, oui, nous, le secteur de la banque-assurance, c'est le secteur de la finance au sens large, c'est un secteur qu'on équipe pas mal sur des usages qui sont principalement avant-vente, sur des dispositifs de génération de leads par du messaging. C'est des choses qu'on fait beaucoup et qui performent. Mais on voit de plus en plus quand même un usage s'intensifie. L'espace client. Il y a quelques banques françaises qui commencent à déployer vraiment ces usages-là. Donc voilà, un usage dans un premier temps qui a été avant-vente, mais qui dans un second temps, suit vraiment le parcours client au sens large. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur la partie asynchronicité, et notamment la question à la fois comment on l'explique au client, comment est-ce que c'est pris, et comment est-ce qu'on se dit, tiens, en fait, il y a peut-être des choses qui nécessitent une réponse synchrone. C'est là qu'il faut vraiment penser ces canaux-là dans l'ensemble de l'expérience client. Comment est-ce que je vais arriver sur ce canal-là? À quel moment? Et comment est-ce que moi, Marc, je peux m'assurer de baliser un petit peu le terrain pour à la fois s'assurer que mon client aille sur le bon canal qui va répondre à son besoin, ou à minima me dire que je vais qualifier son besoin d'une manière ou d'une autre en amont pour savoir effectivement quelle est l'urgence. Donc l'urgence, et on va dire dans quelle mesure j'ai besoin d'être le plus live possible dans ma réponse, il vient de deux façons, à la fois qui est mon client, et je peux tout à fait identifier des pools de clients sur lesquels je vais, une fois identifiés, je vais pouvoir leur répondre plus vite. Ils vont passer prioritairement dans la pile de réponses, mais aussi simplement en fonction de leurs besoins, à quoi ils peuvent avoir besoin de répondre. Et ensuite, dans la façon dont c'est
compris par les utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qu'on constate de manière très empirique, mais très concrète sur des plateaux où en fait on va avoir plusieurs activités qui sont gérées, du téléphone, du mail, du live chat et du chat. Et effectivement, quand je suis dans une problématique de live chat, je m'attends à une réponse immédiate. Donc je pose une question et j'ai un agent parce qu'à partir du moment où je ferme ma fenêtre, la conversation potentiellement disparaît. Donc j'ai besoin d'avoir une réponse tout de suite parce que je prends du temps pour faire cette conversation. Et du coup, ce qu'on se rend compte, c'est que très souvent, des utilisateurs qui ont une première expérience de messaging en relation client, souvent vont poser une question du genre il y a quelqu'un, vous êtes là, et s'attendent à une réponse. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que très rapidement, en fait, ils comprennent les règles du jeu à partir du moment où on leur explique. Alors évidemment, on va essayer d'appliquer ça dans des contextes où on sait que la conversation nécessite pas une réponse critique, où l'utilisateur est dans une situation de stress particulière ou qu'est-ce. Mais à partir du moment où on explique les règles du jeu, en expliquant, bah voilà, vous êtes dans une conversation asynchrone et je vais vous répondre dès que j'ai la réponse, etc. Et ben en fait, très vite, ils comprennent ces règles du jeu. Et surtout, ils en sont contents. Et très vite, on passe d'un comportement de je m'impatiente à j'attends tranquillement ma réponse et je suis très content quand j'ai ma réponse. C'est vraiment, encore une fois, une règle parce qu'en fait, très simplement, les gens utilisent ces canaux-là dans leur sphère privée et en fait reportent leur usage sur cette sphère semi-publique, si on peut dire. Une question sur l'usage du chatbot et une personne qui est Guillaume qui s'interroge sur est-ce que le chatbot est surtout adapté aux sites qui ont beaucoup de trafic. Alors, évidemment, le chatbot, c'est une réponse à un fort volume, de manière à pouvoir évaluer les questions récurrentes et apporter une réponse à ces questions qui sont souvent récurrentes. Donc, ça nécessite un volume. Néanmoins, la façon dont Jocelyn et moi avons présenté le chatbot est tourne autour d'une vision qui est assez commune. C'est ce concept de conseiller qu'on rend plus fort, un peu une sorte de chatbot qui est cet exosquelette, de manière à pouvoir donner des super pouvoirs à un conseiller. Ce super pouvoir, c'est lui permettre de se débarrasser de toutes les questions récurrentes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, en fait, même quand on est une société avec un trafic modéré et un service client qui a derrière, le chatbot permet quand même de retirer la partie sans valeur ajoutée pour le conseiller clientèle. Et donc, dans ce sens-là, peut s'adresser à de nombreux sites. On voit également, du coup, un usage à contre-pied se faire. C'est pour les sites qui ont un trafic modéré, qui n'ont pas forcément de capacité dédiée des ressources humaines à répondre à l'ensemble des questions. La facilité qu'est le chatbot pour pouvoir là tenter de répondre à un ensemble des questions avec les effets, les aléas qu'on connaît en tant que consommateur quand on vit une expérience 100% automatisée. Et il y a même la situation intermédiaire qui est j'ai du monde, mais j'ai des horaires d'ouverture qui ne me permettent pas de répondre tout le temps et d'offrir cette instantanéité de la réponse, voire même si ce n'est pas une simple instantanéité de la réponse, une instantanéité de on a pris en compte votre question et on va vous répondre. Et ça peut suffire à désamorcer une situation pénible. C'est le cas des assureurs, par exemple, pour des dégâts où en fait l'utilisateur va exposer son problème et on lui assure que lundi matin à 8 heures, il y a une personne humaine qui va prendre en charge son sinistre et qui n'aura pas besoin de lui reposer plein de questions parce qu'il aura déjà répondu en préqualification et que son truc est pris en charge. Et c'est bon, la personne peut sereinement finir son week-end en se disant OK, j'aurai ma situation prise en main. On peut potentiellement prendre une toute dernière question afin de vous libérer pour midi. Donc si quelqu'un veut poser une dernière question, c'est le moment. Je m'assure néanmoins qu'on a fait le tour, que ce soit par écrit ou à l'oral. En complément, en attendant peut-être la dernière question, donc cette présentation était streamée. Vous allez pouvoir recevoir le lien pour pouvoir la revisionner, la partager si besoin. Également, le contenu des slides vous seront adressés. Donc, vous allez recevoir ça par email. On interroge à nouveau sur la mort du mail. Je ne sais pas si en une minute on peut apporter une réponse claire, mais Jocelyn, peut-être, je vais te laisser conclure en réaffirmant ta vision et expliquer un peu comment tu fais les choses. Pour moi, il y a deux composantes là-dedans. Il y a une dimension de coût de traitement.
c'est indéniable, le coût de traitement de l'email est supérieur à celui du messaging parce que simultanéité des conversations, parce que longueur des contenus, etc. Ça, c'est le premier point. Et aussi, en termes d'expérience, on a tendance à se dire j'ai besoin de l'email pour envoyer des pièces, pour garantir certaines choses, etc. Et souvent, on ne pense pas à ce que fonctionnellement permettent de faire des applications de messaging, notamment l'accès à l'appareil photo qui permet de prendre en photo un justificatif, qui permet de faire des choses qui finalement, en fait, sont beaucoup plus faciles dans ces démarches de type administrative que de l'email. Je prends l'exemple encore une fois de l'email. Une personne traditionnelle va prendre d'une photo, la mettre sur son ordinateur, la mettre dans son mail, etc. Là où dans une application de messaging, je clique sur on me dit ouvrez votre appareil photo, j'appuie sur un bouton, je prends la photo justificative et ça y est, c'est parti. Avec finalement la même valeur juridique qu'une pièce jointe que je pourrais mettre dans mon ordinateur. En termes de cas clients, on a vraiment vu un élément qui a généré la bascule. Bon, ça fait 10 ans qu'on entend le mail est toujours très, très présent. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus d'email, mais qui décline progressivement. Et à partir du moment où on a vraiment parlé d'asynchrone et la capacité de pouvoir en fait faire vivre cette expérience écrite un peu en décalé, mais par messaging, et notamment la capacité d'avoir de l'asynchrone messaging on-site, donc directement sur un site web, on a vu les marques tout de suite shifter, de se dire ah ok, mais ça veut dire que je peux le remplacer sur une expérience qui est beaucoup plus proche de ce que veulent vivre mes visiteurs. Donc, on a vu des décisions se prendre vraiment au profit du messaging asynchrone et donc des sociétés complètement cacher l'email et chercher à réduire le nombre de contacts entrants. Il est midi. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais on va malheureusement devoir fermer ce live. En tout cas, on reste à votre dispo, bien entendu. Vous avez nos coordonnées. Et puis, comme évoqué tout à l'heure, on va revenir vers vous par email pour vous adresser le contenu de ces présentations. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous étiez nombreux ce matin. On a pris plaisir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à pouvoir parler de ce sujet-là. On vous dit à bientôt et on vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.